Comme l'a dit Mona, l'idée sous-jacente pour cette séance, c'est de présenter différentes expériences. Merci de votre temps, merci de votre intérêt, l'intérêt manifesté pour connaître les différents progrès des activités développées dans le cadre du programme Planète Gold. Et aujourd'hui, nous allons parler des résultats, faisant suite à un travail, une étude consulting entre mon organisation ARM et Planète Gold et également Levin Source, l'autre organisation. Merci de faire progresser la présentation PowerPoint. Diapo suivante. Alors, aujourd'hui, avec nous, pour ARM, Alliance for Responsible Mining, moi-même et Maria Camila Munoz, elle est spécialiste en vente et exportation, et moi-même, chef et l'approvisionnement responsable. Et du côté de Levin Sources, nous aurons Rosanna Tufo, qui est conseillère principale de la partie matière première, responsable, et également Yara Bax, qui collabore avec elle, également conseillère en matière de matière première responsable. Alors, voilà nos intervenants aujourd'hui pour animer cet espace intéressant. Poursuivons, diapo suivante. Alors, ici, sur cette diapo, nous présentons donc les objectifs de l'étude qui a été effectuée avec 4 points principaux de cette étude. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, donc nous avons commencé l'année dernière, donc il y a plus d'un an. D'abord, évaluer et documenter les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement qui sont mis en œuvre pour l'accès au marché par les pays Planet Gold. Ensuite, deuxième volet ou deuxième objectif, la mise en marche de programmes de formation pour approfondir les critères de Planet Gold et documenter également cette application des critères, le suivi de ces critères dans le cadre des projets et des programmes. Élimination de l'utilisation du mercure et la composante légitimité. Nous verrons cela un peu plus en détail plus tard. Donc voilà les aspects, les deux premiers aspects en termes d'objectifs. Troisième volet, l'élaboration et développement d'une application mobile pour vérifier la conformité aux critères Planète Gold. Donc, on a sélectionné quelques organisations minières locales pour collaborer à ce projet technologique. Donc, on vous expliquera un petit peu plus en détail de quoi il retourne. Et quatrième point, dans le cas de cette étude consulting, l'analyse de cette chaîne d'approvisionnement, les obstacles et les éléments porteurs dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement libre de mercure, exempte de mercure. Objectif principal de Planète Gold. Donc, pour résumer un petit peu les choses, nous allons un petit peu explorer en détail chacun de ces points, mais en particulier le point 1 et 3 de cette diapo d'objectifs. Et pour le premier point, je vais donner la parole à l'équipe de Levin Sources qui va nous parler un petit peu des enseignements tirés, des obstacles
et, et nous reprendrons la parole ensuite, nous, au nom de l'ARM, Alliance for Responsible Mining, pour expliquer le point 4. Alors, Mona, merci de faire avancer les diapos. Alors, pour remettre les choses en contexte et la portée de cette étude, revoyons les pays qui font partie de la première phase de projet Planet Gold. Vous le savez, Burkina Faso, Colombie, Équateur, Guyana, Indonésie, Kenya, Mongolie, Pérou et Philippines. Donc, l'idée, c'est d'offrir des outils d'une manière générale sans se focaliser sur un pays en particulier pour aider, appuyer l'apprentissage. Alors, après cette introduction très rapide, diapo suivante. Merci. Je vais passer la parole donc à l'équipe de Levin Sources, Jara et Rosanna, qui vont expliquer le premier point. D'abord, la partie documentaire sur l'accès au marché dans les pays de la première phase du programme Planet Gold. Jara ou Rosanna, vous avez la parole. Merci, Christian, de cette présentation rapide. Je crois qu'il y a déjà des petites interventions dans le chat. Je suis sûre que vous nous les traduirez. Alors, merci à tout le monde d'être là. Je suis Chiara Bax. Je suis conseillère pour la partie matières premières responsable pour Levin Sources, notre organisation, et Rosanna Tufo qui est avec moi également. Et nous allons vous présenter les résultats de cette étude menée il y a à peu près un an. Mona, merci d'avancer les diapos. Donc, voilà les résultats de cette étude pour mesurer les progrès de Planet Gold dans les pays de la phase 1 en ce qui concerne l'intégration des artisans mineurs dans le marché global, marché mondial. Donc, l'objet de cette étude était d'identifier les obstacles qui empêchent les mineurs d'accéder justement aux marchés mondiaux, marchés même nationaux parfois, et aussi pour tirer les enseignements pour les pays Gold Planet, Planet Gold et autres, et comment les appuyer pour améliorer cet accès. D'abord, nous avons mené des interviews semi-structurées, des entretiens avec des chefs de projet entre septembre et novembre de l'année 2023, l'année dernière. Nous avons également fait un examen des publications internes, externes dans le cadre du programme pour savoir ce qui existe déjà. Diapo suivante. Et je voudrais mettre les choses en contexte du secteur EMAP. D'abord, les barrières structurelles du marché pour en particulier les artisans mineurs dans l'exploitation minière aurifère de l'or. Ensuite, les initiatives pour accéder au marché. Le contexte est très important pour comprendre quels sont les facteurs porteurs et quelles sont les barrières. Et ce qui caractérise ce secteur EMAP et aussi les obstacles à leur accès aux ressources informatives et autres. Et bien sûr, le rôle de Planet Gold dans ces efforts.
la régularisation, le soutien financier, le respect des normes environnementales pour la conduite d'activités durables et compatibles avec l'environnement. Donc, en dépit de la caractéristique informelle de l'activité EMAP, on peut considérer que entre 15 et 20 de la production mondiale est encore aux mains des artisans mineurs et il est donc très important de les accompagner. Et la complexité néanmoins de cette chaîne d'approvisionnement fait qu'il y a beaucoup d'acteurs et qu'il est difficile d'établir des des systèmes de formation véritablement qui appuient et qui soient transparents. Donc, nous nous guidons par différentes normes, par exemple de celles de l'OCDE et autres. Et bien sûr, l'idée, c'est de les aider et de les accompagner à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement et avant cela, de se régulariser le mieux possible. Alors, nous voyons qu'il y a de plus de programmes, d'initiatives qui naissent qui sont développés pour aider les artisans mineurs à accéder au marché. Et souvent, on veut créer des liens entre les petites organisations, les entités minières, les organisations d'exploitants ou artisans mineurs et les acteurs du marché. Et l'idée aussi, c'est de créer des mesures incitatives, des incitations pour se faire. Donc, tout cela fait que les initiatives sont là pour essayer de justement relever les défis qui sont posés par cette structuration de la chaîne d'approvisionnement. Et nous voulons donc les aider à accéder à ces chaînes officielles ou structurées en les formant, en leur offrant des mesures incitatives pour faciliter la transition vers ces chaînes structurées. Nous avons également, dans le cas de Planet Gold, des critères que je suis sûre vous connaissez déjà tous, avec des lignes directrices opérationnelles en phase avec les normes internationales. Donc, il existe déjà ces critères dans différents documents. Il faudrait peut-être passer les diapositives. Alors, je voulais rappeler aussi rapidement la théorie du changement pour appuyer les artisans mineurs pour accéder au marché globaux. Vous voyez ici différents piliers de cet accès au marché. Comme je viens de l'indiquer, la régularisation, l'accès au financement des solutions techniques et finalement l'accès au marché formel. Donc, d'abord, la régularisation pour appuyer les efforts pour intégrer l'EMAP, le secteur EMAP dans l'économie formelle, dans la société et les systèmes réglementaires. Et bien sûr, par l'abandon du recours au mercure. Donc, pour cela, c'est l'étape préalable pour permettre d'accéder au marché formel. Donc, on a mené un certain nombre de projets pilotes d'investissement, de financement des activités des communautés minières, ensuite des solutions techniques et l'accès. Et je voudrais aussi commencer par dire que l'évaluation a d'abord été menée pour savoir ce qui se fait déjà, ce qui existe pour faciliter cet accès au marché formel. On a vu qu'il y a différentes activités sur lesquelles on peut insister dans les différents pays Planet Gold, mais vous le verrez dans le rapport que nous avons présenté. Et chacun de ces pays applique une approche différente en fonction du contexte.
Dans certains pays aussi, l'accès n'était pas une priorité. Donc, parfois, on a essayé de comprendre pourquoi cet accès au marché global et formel n'était pas une priorité. Ensuite, l'activité prochaine, on le voit sur ces deux diapos, c'est donc nous ont permis de formuler des interventions. Euh, dans le cas donc de l'étude qui a été menée pour cartographier cette chaîne d'approvisionnement, connaître mieux la structure réglementaire, le fait qu'il existe ou pas des interventions ou des mesures incitatives. Vous allez un peu vite et il est très difficile de vous suivre. Alors, je reprends la première activité. Donc, plusieurs des pays ont fait des études de la chaîne d'approvisionnement pour connaître les acteurs, cartographier les acteurs, la réglementation, le cadre réglementaire et légal, les mesures incitatives qui existent déjà et identifier quelles sont les pratiques appliquées et suivies par les acteurs, les parties prenantes et à inclure bien sûr dans le champ d'intervention de notre projet. Premier exemple, en Mongolie par exemple, ils ont publié un rapport qui explique la chaîne d'approvisionnement EMAP. Donc ça a été très utile pour connaître un peu l'état et faire l'état des lieux dans ce pays en Mongolie. Ensuite, nous sommes focalisés sur la formation pour faire connaître les critères de Planet Girl tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a mené ces activités dans différents pays pour promouvoir la conformité aux normes de Planet Gold et internationales. Cela leur a permis aux mineurs de comprendre mieux les enjeux du marché formel, ce qui leur manque, quelles sont les connaissances qu'elles doivent acquérir pour vraiment prétendre à vendre leurs produits ou leur production au marché formel. Ensuite, plusieurs parties dans plusieurs pays, on a des mineurs qui véritablement sont capables de se conformer aux normes, ce qui est positif. Par exemple, au Burkina Faso et aux Philippines, ils ont des outils, ils ont fourni des outils aux artisans mineurs pour faire rapport et communiquer des données sur la production, euh, pour les dépenses qu'ils engagent. Et on voit à travers de ces documentations que, et on peut prouver une meilleure conformité au respect des normes. Il y a aussi l'introduction d'outils numériques, par exemple, au Pérou, on a une application Cori et ces applications permettent aux mineurs de partager des informations et de démontrer leur engagement pour véritablement s'engager dans la voie d'une production aurifère exempte de mercure. En Mongolie, en Philippines, comme je l'ai dit, il y a une documentation continue des efforts pour montrer la conformité à la partie du code professionnel qui s'applique et que Plein École tente de faire appliquer dans ces pays et promeut auprès des organisations de petites mineurs artisanaux à petite échelle. Donc, à partir de là, il a fallu analyser l'engagement direct des acteurs vis-à-vis du marché, par exemple secteur bancaire, institutions financières. Aux Philippines, ils ont travaillé avec la Banque centrale en particulier pour savoir quels sont les mécanismes commerciaux en Mongolie, en Indonésie. Il y a aussi des efforts de connexion des petits artisans mineurs et au secteur financier. Diapo suivante. Alors, cinquième activité,
été donc en Colombie, par exemple, ça a été de piloter un mécanisme de chaîne d'approvisionnement pour établir quelle est la chaîne d'approvisionnement exempte de mercure et le lien avec les acheteurs nationaux et internationaux. Cela a permis de s'appuyer sur les réseaux existants et aussi un programme d'acheteurs auprès de mines conformes et la vérification du respect de ces normes par les artisans mineurs. Sixièmement, on a plaidé pour un soutien de la part des pouvoirs publics, du gouvernement et une amélioration des réglementations. Au Kenya, en Mongolie, on voit que l'effort réglementaire a donné des résultats. Le cadre normatif a été amélioré et il faut donc s'assurer que cette réglementation, nouvelle réglementation, permette cet accès au marché régularisé ou régulier. En Donc, l'idée ici, c'est d'améliorer le processus ou procédure d'octroi des licences et de vente selon des circuits réguliers. Septièmement, le fait de pouvoir surmonter les barrières logistiques au commerce, ça, c'est un aspect important et il y a des fonctionnaires qui ont été délégués auprès des sites miniers pour justement faciliter, identifier les obstacles et faciliter le circuit, l'accès avec les parties prenantes officielles, banques et autres. La réglementation de Planet Gold au gouvernement peut être tirée justement de cette analyse sur le terrain pour savoir ce qui se fait sur le terrain. Et l'idée aussi, c'est de créer cette liaison pour éviter aux artisans mineurs d'avoir à se déplacer et d'avoir un interlocuteur ou un intermédiaire qui peut faire une partie du travail de régularisation à leur place. C'est important que le gouvernement puisse déléguer des fonctionnaires pour cela. Ensuite, nous avons observé les activités interconnectées avec d'autres programmes, par exemple l'accès aux finances et la régularisation des organisations de mineurs à petite échelle. Donc, dans certains pays, il existe d'autres programmes d'aide à l'accès au financement et aussi des efforts pour leur permettre de se professionnaliser. Donc, il faut également regarder les choses et travailler en concertation avec ou en collaboration avec ces autres programmes. Et bien sûr, l'abandon du mercure à tout prix pour pouvoir faciliter l'accès au marché. Dans certains pays, les efforts euh, ont porté sur la partie régularisation. Donc, quels sont les efforts accomplis pour aider les artisans mineurs à vraiment entrer dans le système formel de production. Donc, les interventions identifiées ont tourné autour de ces 6 ou 7 volets que je viens de vous présenter. Nous pouvons également maintenant aborder les principaux obstacles, les défis qu'il faut relever. Et ils existent, bien sûr. Ils sont, bien sûr, ancrés dans les systèmes et dans les structures. Et il faut donc modifier ces structures. Et ces défis sont là, ils existent même au-delà des interventions qui existent dans ces pays. Par exemple,
certains aspects sont complexes et vous en voyez ici une liste, limitation à la régularisation, l'accès aux mécanismes financiers, un faible cadre normatif et une application défaillante des normes applicables. Et par exemple aussi des difficultés dans l'application des exigences et cela bloque un peu l'accès des artisans mineurs au marché commercial. En Burkina, en Équateur, aux Philippines, on a vu qu'il y avait beaucoup de retard dans les procédures qui rendait difficile le fait pour les artisans mineurs d'obtenir une licence quelle qu'elle soit. Donc, il faut continuer à les appuyer, à leur expliquer la partie procédurale, la partie des formalités à accomplir et assurer une traçabilité de la production aurifère. Et bien sûr, tout cela explique pourquoi il leur est si difficile d'écouler leur production sur le marché formel. Nous avons vu également que les commerçants locaux ne satisfont pas aux exigences publiques, aux exigences réglementaires, et cela rend plus difficile encore l'accès au marché officiel ou au circuit, disons, régulier. Diapo suivante. Autre problématique, l'accès au financement formel pour les opérateurs EMAP. Les banques perçoivent ces opérateurs comme peu bancables, peu fiables et peu solvables. Donc, on les assimile aussi souvent à l'exploitation minière illégale ou illicite. Donc, ils sont en dehors des circuits officiels et il faut les aider à connaître ce secteur et créer des passerelles qui leur permettent de mieux connaître le secteur EMAP et les opérateurs à l'intérieur de ce secteur. Et parfois, on met en place des systèmes de screening, de vérification préalable, de présélection et parfois non. L'idée, bien sûr, c'est de les inciter à investir dans des machineries ou machines et équipements qui permettent l'exploitation aurifère exempte de mercure. Autre problématique, le manque d'application des normes, pas de soutien au niveau des pouvoirs publics pour surmonter les barrières réglementaires pour les pays n'assignent pas ou n'allouent pas suffisamment de moyens humains ou financiers pour accompagner les opérateurs miniers, ce qui complique leur capacité à euh, se conformer aux normes. Et qui plus est, lorsqu'il n'y a personne pour vérifier si cette conformité est réelle ou pas. Et bien sûr, l'appel au pouvoir public, c'est de créer un environnement plus porteur. Ensuite, beaucoup de producteurs d'opérateurs EMAP ne comprennent pas bien le but de la mise en œuvre de certaines réglementations, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas le pourquoi de la procédure ou du devoir de diligence, de vérification et l'atout que représente le fait de respecter certaines normes. Au Burkina, ce
critères, des exigences liées au devoir de diligence étaient tout à fait nouveaux pour ces petits artisans mineurs. Ils ne connaissaient pas cela. En Mongolie et au Guyana, les opérateurs ne sont pas incités à respecter les normes, donc il manque ces mesures incitatives. Et ils ne sont pas convaincus ou facilement convaincus de l'utilité pour eux de s'insérer dans le circuit formel. Donc, il faut faire un effort à ce niveau et, et aussi le fait il soit nécessaire d'imposer des exigences aux acheteurs. Par exemple, de se fournir auprès de producteurs qui respectent les normes. Donc, tout cela va de pair. Et le travail aussi au niveau des organisations d'artisans mineurs est nécessaire. Ils ne connaissent pas les mécanismes de rapport, de remontée d'informations et il y a des problèmes aussi en matière d'alphabétisation, accès aux technologies ou bien sûr une appréhension en général vis-à-vis de tout ce qui est écrit, tout ce qui est documentation écrite, formalité, procédure, une certaine réticence liée au manque de formation, au manque d'information et de connaissances. Donc, ces organisations requièrent, appellent ou ont besoin d'un appui en ce sens pour que leurs membres puissent euh, leur prouver les avantages et les bénéfices de pouvoir entrer dans un marché plus régulier. Autre problème, celui de la traçabilité. La chaîne d'approvisionnement est difficilement traçable. Donc, on ne peut pas identifier chacun des acteurs à chacune des maillons de la chaîne et tout le monde ne fait pas, n'étant pas déclaré, n'ayant pas de permis ou de licence, il n'y a pas de possibilité de faire le suivi, de la traçabilité de la production. Diapo suivante. Alors, je vais avancer plus vite maintenant pour finir à temps. Parmi les autres problématiques, la mise en œuvre des critères de Planet Code pour l'accès au marché, particulier pour les parties du commercial non régularisées, non régulières. Et il y a une déconnexion, ce qui fait que il n'y a pas de lien avec le secteur des commerciales formelles. Il y a, comme je l'ai dit aussi, souvent un manque de confiance et ce qui fait que les opérateurs considèrent qu'ils ont plutôt avantage de rester dans leur circuit d'approvisionnement avec des commerçants ou des négociants du secteur informel. Ensuite, le manque de confiance, comme je l'ai dit, vis-à-vis des nouveaux acheteurs ou des organisations plus régulières. Et cela prend du temps pour les projets Planet Gov de véritablement gagner la confiance de ces segments. Et la partie aussi géographique, le fait que ces sites d'exploitation sont très excentrés, ne sont ce qui fait qu'il est difficile d'y accéder et qu'il y a des zones extrêmement éloignées et qui compliquent le circuit commercial, qui compliquent leur proximité avec le monde de la formalité, le monde du commerce régulier. Et finalement,
des obstacles liés aux dimensions de genre, les femmes plus défavorisées, bien entendu, et même si les programmes de Planet Gold a des volets spécifiquement genrés ou sexospécifiques pour appuyer les femmes dans le secteur EMAP. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec ma présentation. Je vais passer la parole à Rosanna pour la volet recommandation. Donc, je vais rappeler à tout le monde que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, comme Sarah l'a dit, nous avons fait un suivi dans ces pays pour connaître les barrières à l'accès au marché et aussi tirer certains enseignements, certaines conclusions à partir de là et que nous avons essayé de résumer ici avec quelques facteurs autour de certains enseignements pour comprendre les liens entre les MAP et le marché formel tout en promouvant des pratiques exemplaires. Donc, l'accès au marché, comme vous l'aurez compris maintenant, est compliqué à cause de tous les obstacles que nous avons vus et il faut voir comment sécuriser cet accès au marché et pour faire comprendre aux petits opérateurs combien cela est important pour la durabilité et sur le long terme de leur activité. Diapo suivante. Donc, pour passer en revue ces facteurs, dans tous les pays que nous avons étudiés, il faut il faut faire une cartographie de cette chaîne d'approvisionnement. C'est le point de départ pour mieux comprendre qui est impliqué dans la production et dans la partie commerciale. Et la partie commerce, la partie interaction entre les différentes fonctions. Cet exercice est important pour justement cartographier, comprendre le lien, la liaison entre le secteur formel et informel de ce segment économique et comment appuyer les artisans mineurs afin qu'ils puissent s'insérer. Donc, cet exercice de cartographie est absolument essentiel pour les accompagner, pour comprendre comment ils opèrent, quels sont les acteurs de toute la chaîne, les parties prenantes, avec qui faut-il travailler plus et avec qui faut-il travailler moins pour jusqu'à les accompagner vers un cheminement formel de leur activité. Il est important également de comprendre les dynamiques socio-économiques autour de cette activité, production et commercialisation. Par exemple, identifier les groupes les plus vulnérables, les femmes, l'intervention d'enfants, le cas échéant et quels sont les obstacles. Encore une fois, les femmes font partie des groupes vulnérables. Et de façon subséquente, une fois que nous avons compris le marketing, il faut se poser la question, quelles sont les incitations et motivations que nous avons. Alors, lorsque nous faisons l'analyse de ces 9 pays, nous avons les expériences et nous essayons de le faire d'un prisme de développement avec des approches qui sont très appliquées dans les autres et industrie des minerais. Et nous pensons que c'était très intéressant car cela met l'accent sur les incitations. Et nous avons vu que c'était quelque chose qui arrivait assez et de façon très récurrente
Alors, c'est une dimension très importante à prendre en compte. Qu'est-ce que cela veut dire incitation? C'est comprendre quelles sont les motivations plus larges, non seulement des miniers, mais c'est également des institutions financières et d'autres personnes et d'autres organisations qui se trouvent dans la chaîne d'approvisionnement, mais c'est également voir quels sont les comportements, quels sont les types de comportements justement qui peuvent venir appuyer ou travailler contre la mise en œuvre, par exemple, les pratiques responsables financière ou travailler en conformité avec les institutions de réglementation. Et un exemple que nous avons produit, par exemple, ce sont les personnes qui ont du mal à voir le financement et par exemple, qui ne peuvent pas montrer les impacts positifs de la mise en œuvre des normes financières. Alors, nous soulignons l'importance d'identifier les bonnes incitations financières pour voir comment les pratiques responsables peuvent raisonner aux minorités et des miniers, mais également aux autres acteurs de l'industrie. Par exemple, se centrer sur des dimensions telles que la sûreté et sûreté. Alors, lorsqu'on parle des incitations, notamment, il faut éviter de penser uniquement à la dimension financière, mais également à différents domaines qui peuvent entrer dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, une fois que nous avons cette dimension dans la chaîne d'approvisionnement qui est déjà active avec l'ensemble des parties prenantes. Si vous voulez suivre ces concepts, nous avons cette approche qui nous permet de penser aux approches d'engagement. Cette approche d'engagement, je veux dire comment nous allons travailler avec les différentes EMAP ou les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Comment s'engager de façon à avoir des pratiques responsables financières, mais également comment travailler avec les fournisseurs de façon à ce que, aux commerçants de façon à avoir des pratiques plus durables. Alors, il était clair que en se centrant uniquement sur l'activité financière dans la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas vraiment quelque chose qui porte fruit. Ah oui, merci. J'ai eu un message, je parle trop rapidement, désolé. Oui, désolé. Alors, désolé parce que je regarde la montre. Alors, oui, euh, il faut non seulement regarder les miniers, il faut penser aux programmes qui peuvent être à risque d'isolation, et cela crée une certaine dépendance. Alors, l'importance des acteurs tels que les commerçants, par exemple, les parties financières et ainsi de suite dans ces programmes qui peuvent avoir une activité de marché très importante. Et dans les cas des commerçants, il reste bien évidemment le premier intermédiaire des organisations des miniers avec lesquelles nous devons travailler, bien évidemment, pour les emplacements. Alors, il est important de réfléchir à leur rôle dans ces programmes et comment nous pouvons nous engager davantage de façon responsable pour les activités minières. Euh, et qu'est-ce que cela veut dire? Que nous avons un point important. Nous parlons de leader du marché, mais il y a une importance de reconnaître que certains marchés pensent que ces pratiques existent déjà. Ce sont des miniers qui produisent déjà de l'or, qui l'envoient à certains commerçants. Alors, il y a déjà une chaîne d'approvisionnement bien robuste. Il faut donc comprendre que que oui, le programme doit se centrer sur ces processus, non? Il faut intégrer les discussions et de façon holistique. Diapo. Maintenant, deux réflexions qui sont moins dans l'approche, mais plus sur la conception des programmes. La première, il faut réfléchir à comment nous pouvons reconnaître que ces programmes peuvent avoir une interaction entre les acteurs du marché. Et il est important de reconnaître des programmes tels que Planet Gold qui ne sont pas des acteurs
permanent. Cela veut dire qu'il y a une fonction d'action. Parfois, il y a des interventions qui doivent être mises en place de façon à préserver les opérations à l'avenir, à mesure que ça se concrétise. Alors, nous devons trouver le bon équilibre. Parfois, ça s'avère être difficile car cela demande de l'intervention directe, les interventions des installations, des installations dans les différents acteurs du marché, bien évidemment. Parfois, vu que nous avons des défis spécifiques à la chaîne d'approvisionnement, une intervention plus directe s'impose. Une facilitation, une implication sur des techniques, sur un renforcement des capacités techniques. Et oui, Rosanna, 2 petites secondes. Ah oui, parfait, parfait. Super. Alors, lorsque il y a une approche de facilitation, ce serait la route à suivre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous essayons de suivre la façon de travailler avec les acteurs du marché de façon à ce que les activités avec le personnel peuvent être performées. Alors, il y a eu quelques exemples. Par exemple, l'approche de facilitation qui nous dit comment nous pouvons approcher plusieurs acteurs du marché pour créer des synergies, des partenariats de façon à poursuivre ces partenariats, cet engagement qui va donner vie au programme, par exemple, techniques d'extraction ou de traitement, partage des connaissances et ainsi de suite. Et bien évidemment, un défi commun avec cette approche, c'est que c'est la demande du temps, bien évidemment, c'est la demande d'un effort important, mais si nous regardons d'un prisme de durabilité, des impacts à long terme de ces interventions, c'est quelque chose qui porte des opportunités fortes grâce à cette approche. Et dernière, mais non pour cela moins importante, nous devons regarder à la composition de ces programmes en matière de capacités nécessaires, car bien évidemment, si nous regardons à des pratiques responsables ou appui à des organisations, par exemple, travailler au sein des organisations et des communautés, il y a des développements et des capacités et socio-économiques qu'il faudrait renforcer. Ici, nous pouvons voir que lorsque nous regardons au tissu du marketing, il faut être très spécifique aux économiques, où il y a la capacité d'avoir une bonne performance d'analyse des marchés, mais c'est également reconnaître que nous devons prendre des actions des résultats de l'analyse des marchés. Et finalement, nous avons des activités spécifiques pour l'industrie. Par exemple, nous pouvons aussi identifier des barrières qui sont spécifiques au genre, par exemple, le type de capacité nécessaire pour s'attaquer à ces barrières. Par rapport à l'accessibilité au financement, il y a un besoin donc d'avoir des expertises financières et ainsi de suite. Alors, voilà quelques réflexions assez légères sur le type de partenariats qui peuvent être nourris. Je m'arrête ici, mais bon, je reste bien évidemment disponible si vous avez des questions. Merci, Rosanna. Je veux poser la question. Est-ce que vous êtes en ligne? Oui, oui, je suis là. Ah, alors, est-ce qu'il y a des questions? Et les présentations sont partagées après la session. Est-ce qu'il y a des questions qu'il va falloir regarder sur la discussion alors de passer à la suivante? Alors, oui, il y a une question sur la discussion et Asiatou l'a déjà traduite. La question était, existerait-il un risque de partenariat entre le minier chargé de l'extraction du minerai et les investisseurs sur la chaîne d'approvisionnement? Si oui, lesquels?
Et sinon, comment garantir l'investissement au niveau de l'activité? Alors, est-ce qu'il y a des risques, des opportunités pour le partenariat, pour pour un partenaire qui est chargé de l'extraction du minerai, les investisseurs sur la chaîne d'approvisionnement? Et si oui, quels sont ces risques et comment l'investissement peut être garanti? Oui. Alors, j'essaie de comprendre bien la question, hein, mais je pense qu'il est très difficile de donner une réponse absolue, car bien évidemment, cela dépend de cas spécifiques. Et oui, le risque pour moi porte plus sur, sur les chaînes d'approvisionnement, les acteurs, ou quelles sont les autres parties intéressées. Alors, les risques dépendent vraiment des risques de leurs perspectives, car d'après notre expérience, cela peut marcher, mais pour les autres projets, nous voyons également qu'il y a un besoin d'éducation de l'autre côté, de façon à ce qu'il y ait des acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui vont interagir, de façon à voir comment ils peuvent être considérés comme un partenaire, un véritable partenaire d'affaires. Nous allons parler de cette dimension rapidement dans le rapport avec les résultats, mais c'est quelque chose qui est déjà évoqué en matière d'opportunité. Je pense que oui, bien évidemment, cela dépend des spécificités, mais les risques d'opportunité à plus long terme, et peut-être euh, parler des programmes de développement parce qu'ensuite, ça devient une relation d'affaires lorsqu'il y a un investisseur qui est intéressé et, sur une dimension de l'organisation. Alors, l'objectif ici est vraiment de créer un lien pour avoir une relation qui va bien au-delà de la durée de vie des programmes. Alors, voilà quelque chose qu'il faudrait réfléchir en matière d'opportunités. Et voilà ma réponse, mais bien évidemment, je reste disponible si vous avez besoin de plus de détails. Une question de plus, je vois sur la discussion. euh, Est-ce qu'il y a une formation donnée aux EMAP en Ouganda, Sierra Leone, Libéria, Nigeria, Malawi, Soudan du Sud, la Tanzanie, spécifiquement de façon à ce qu'on puisse éviter les activités minières illégales et on n'endommage pas l'environnement avec l'utilisation du mercure. C'est là c'est l'entraîne des maladies, bien évidemment. Oui, une question difficile à nouveau. Alors oui, je me rends bien compte que ce sont des cadres difficiles et adaptés à chaque pays. Bien évidemment, je m'en rends bien compte, mais peut-être que cela peut rebondir sur la présentation que je vous ai présentée. Alors avant de penser aux formations, je voudrais savoir quelles sont les motivations de cet acteur et pourquoi il participe à l'activité illégale. Et quel est le potentiel, pourquoi il n'y a pas des actions qui sont prises en compte. Alors, cela, c'est le point de départ. Et je pense que lorsqu'on essaie d'identifier les incitations, ça, c'est la priorité, hein, car on essaie de donner des suggestions quant à faire des opérations minières dans un meilleur cadre. Il y a des acteurs économiques, bien évidemment, qui devraient être intégrés dans cette dimension. Je pense que les sphères juridiques de l'activité minière doit prendre les motivations au-delà des motivations financières, car bien évidemment, l'activité légale, illégale, on en parle bien souvent, mais il faut comprendre les motivations pour faire les activités illégales. Ça me semble essentiel. Et maintenant, en matière de capacitation des formations professionnelles, oui, tout à fait. Il y a des sources que nous voyons et qui marchent bien, à savoir une formation en matière de technologie qui va permettre l'amélioration de la qualité du matériel. Car bien évidemment, cela parle de la dimension économique de l'activité minière, car oui, il y a plus de valeur de la production et ensuite la motivation augmente.
on s'occupe plus d'autres dimensions de l'activité minière d'un prisme environnemental. Non, mais bon, je pense qu'il va falloir intégrer cette dimension pour voir si nous avons une valeur apportée de cette perspective, comment lutter contre. C'est une question très large, très vaste. Il n'y a pas vraiment une réponse. J'essaie d'apporter des éléments de réponse, mais je n'ai pas une réponse toute faite. Oui, merci, Sana, pour cette réflexion. Et comme on rappelle, l'ensemble des participants, oui, les objectifs du programme Planet Gold, c'est la promotion des alternatives libres de mercure. Et tous les projets de Planet Gold comprennent une formation et transfert des technologies, notamment pour les actions libres de mercure, qui vont venir compléter euh, l'accessibilité d'accès au marché qui a déjà été évoqué pour les session d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez plus d'informations, je pense que vous pouvez vous rendre sur le site web. Merci, Suzanne. Je pense que nous allons avancer de façon à ce qu'on ait le temps pour les questions. Merci, Jada et Rosanna. Alors, 2 petites minutes et je vais mettre tout en place. Et Christian, vous avez la parole. Merci, Mona, et merci à Yara et Rosanna pour cette explication sur ce premier point essentiel de notre programme de session d'aujourd'hui. Alors, euh, nous allons sentir le changement entre ce premier point qui a été évoqué avec cette deuxième partie de la session qui est justement sur l'implémentation, la mise en œuvre d'une application pilote qui cherche à donner une portée d'un prisme technologique aux critères Planet Gold. Alors, nous allons 20 minutes pour parler de cette dimension et comme nous l'avons évoqué, et nous avons la discussion. Si jamais vous avez des discussions supplémentaires, et pour la dernière partie, nous allons donner un temps supplémentaire pour répondre à des questions qui ont été posées. Alors, Mona, diapo. Et comme je vous avais dit pendant la consultation, il y a eu un troisième point important qui était l'application de- d'une application mobile et ses objectifs principaux. Premièrement, fournir au CEMAP l'accès à des outils technologiques pour la documentation et des critères Planet Gold. Un deuxième point important, fournir une, une formation présentielle sur l'utilisation de cette application mobile. Et troisième point important, développer et appliquer une stratégie de surveillance, évaluation et apprentissage pour comment dire, apprendre des leçons apprises, bon, je veux dire, apprendre des choses qui ont été améliorées grâce à cette application. Alors, nous avons ici un peu l'application d'une stratégie technologique, mais c'est également basée sur des expériences sur le terrain, comme vous le savez très bien, et les collègues qui sont ici connectés, nous connaissons bien les défis qui les petites organisations, notamment les EMAP, doivent faire face dans les cas, sur le terrain. Alors, c'est pour cela que nous avons cette approche de support sur le terrain pour l'application de cet outil technologique. Et Mona, diapo suivante. Ici, nous expliquons quelle a été la portée de cette phase pilote en matière d'application. Et comme vous pouvez le voir sur la partie droite de la diapositive, nous avons le pays choisi pour cet exercice a été l'Équateur.
Nous avons choisi trois organisations minières à petite échelle dans ce pays où nous nous sommes centrés spécifiquement dans la région de Machala. À gauche, nous pouvons voir le processus des sélections de ces organisations minières et ces étapes précédentes à l'application de la même. Alors, nous avons choisi trois organisations minières et il y a eu, pendant cette évaluation, nous avons choisi des organisations qui avaient des niveaux de conformité assez forts et des moyens initiaux qui euh, pour collecter des informations des organisations assez diversifiées. Comme vous le savez bien, le CMAP euh, ils sont assez diversifiés, et les niveaux de conformité vont de même, non? Ils sont assez différents. Et un point important parmi les critères de sélection était justement de connaître, hein, de faire partie du programme Planet Gold, à savoir avoir une base de connaissances précédentes, d'avoir un certain type de formation, de renforcement de capacité, que pour le cas de cette région, nous avons appliqué cette phase pilote. C'est avéré le cas. Planet Gold avait déjà mis en œuvre certaines activités et en fait, pendant la consultation, ils ont reçu un renforcement de capacité sur les critères Planet Gold. Et ensuite, pour le processus de sélection, nous avons commencé avec un format des faisabilités. Nous avons donc collecté des informations qui nous ont permis de connaître les dimensions juridiques, techniques, commerciales et dimensions politiques également sur la prévention des risques pour les financements au terrorisme, par exemple, parmi d'autres dimensions. Et au-delà de cela, nous avons signé des accords de confidentialité et pour le traitement des données. Vous savez très bien, mes chers collègues, que pour pour l'ensemble des miniers, il est très important d'avoir une portée pour le partage des informations. Alors, cela, c'est avéré essentiel pour nous de façon à ce qu'on puisse continuer avec l'application de cette plateforme technologique. Et nous avons fait une révision des registres historiques. Nous avons fait une bonne diligence et avant l'application de cet outil. Qu'est-ce que cela veut dire? Diapo suivante. Ici, parfait, merci Mona. Et double-clic pour que les critères s'affichent. Oui, voilà. Alors, avant de vous montrer les résultats de, de l'application de cette plateforme mobile et technologique par rapport aux critères Planet Gold, je voulais vous demander de faire une petite pause pour vous expliquer, pour mieux vous expliquer, ou plutôt pour vous rappeler quel sur qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle, qu'on qu'on utilise ces critères Planet Gold. Ici, nous pouvons voir sur la gauche que nous avons le code Craft. Le code Craft est un outil d'intelligence artificielle disponible pour les EMAP et c'est divisé par module, comme nous pouvons le voir de gauche à droite. Nous avons un premier module qui s'appelle système de gestion interne, un deuxième module de légitimité. En troisième, nous avons l'ensemble des risques prioritaires d'après la guide de diligence, le module numéro 4, où nous avons les risques qui, en fonction de la recommandation de ce guide, c'est conseillé sur, euh, sur les actions d'investigation. Bon, euh, nous pouvons, à cet égard, donner et établir des activités ou mettre en place des activités qui prennent en compte ce type de risques. Je parle notamment, par exemple, de questions sociales, des questions des droits de l'homme, des politiques qui visent à la prévention des risques
des financements au terrorisme, des blanchiments de l'argent. Alors, je pense que le critère Planète Gold recueille ces quatre modules, du module Craft et au-delà, comme nous pouvons le voir sur la droite. Nous avons trois critères supplémentaires, dont les premiers, clairement, nous avons l'approche d'élimination et d'utilisation du mercure pour les activités. Un deuxième composant, des droits des communautés et de peuples autochtones et finalement des actions concrètes quant à la protection à l'environnement. Alors, pour avoir les choses bien claires, mes chers, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un module du 1 à 4 du code CRAFT plus les trois critères supplémentaires qui sont envisagés grâce au programme Planète Gold. Ces informations ne sont disponibles également sur le site web de Planète Gold. Il y a un espace dédié aux critères. Mona, nous avons maintenant la diapo suivante. Et de façon très, très résumée. Alors, comment cette application mobile marche? Et nous avons quatre pas. Le premier pas est la collecte des informations. Euh, une organisation minière qui pourra appliquer cette organisation technologique. Alors, la première chose à faire est une bonne diligence et créer un questionnaire qui s'appelle Core Toolbox. Et peut-être que vous la connaissez. Je ne sais pas si vous êtes déjà familiarisé avec cette application. Donc, nous avons un questionnaire qui doit être analysé. Et au-delà des informations, nous nous téléversons sur cette application appui et documentation quant aux critères Planet Gold que je viens d'évoquer tout à l'heure. Le deuxième, cette information vise une plateforme qui s'appelle Bloom. C'est une application mobile développée par Impact. Et ça matérialise un peu les informations que nous collectons sur cette application Go. Et c'est là où nous analysons les informations. Et nous devons un outil comme Toolbox. Et une fois que les informations sont disponibles sur cette plateforme, nous avons un quatrième point de visualisation de l'information grâce à une autre plateforme dont le nom est Tableau. Alors, et voilà la théorie de comment les informations se disséminent par le biais de ces outils technologiques. Et Mona, je ne sais pas si vous pouvez la diapo suivante, nous souhaitons vous montrer très brièvement un exemple sur la diligence des informations dans cette plateforme comme Toolbox. C'est le premier point que j'évoquais tout à l'heure. Et comme vous pouvez voir ici sur vos écrans, nous avons une série de questions euh, où une des organisations ont répondu à ces questions. Et nous avons une ligne où c'est évident que on utilisait un appui nécessaire. Ah oui, désolé, et Christian, et il n'y a pas d'anglais, au fait. Et il n'y a pas de... ah, 2 petites secondes. Alors, nous faisons une petite pause parce que nous avons perdu l'interprétation en anglais. Nous allons reprendre. Alors, je crois que ça fonctionne. Mona, est-ce que je peux continuer? Je n'entends pas le canal d'anglais. Donc, une petite seconde. Non, maintenant c'est bon. Merci. Alors, merci. Comme je vous le disais,
Voilà une capture d'écran sur les informations qui ont été recueillies sur le terrain. Et il faut indiquer que ces informations ont été recueillies par notre équipe de l'ARM. Et sur la diapo suivante, je poursuivrai pour vous montrer quelques-unes des résultats de cet accompagnement sur le terrain. Je voulais vous montrer simplement 3 exemples de l'appui en matière d'équipement, les installations opérationnelles qui existent, les méthodes de traitement des matériaux pour l'une d'elles, et finalement la récupération finale de l'or. Donc, on peut poursuivre. Ici, je voulais également vous montrer de façon un peu plus pratique quel est le travail que nous permet de faire cette plateforme Bloom. Dans l'une des diapos antérieures, je vous avais indiqué 4 étapes avec Kobo. Ensuite, troisièmement, à travers la plateforme Bloom où tout est téléchargé. Et je voulais vous montrer un peu le contenu de cette plateforme qui montre plus clairement ce que j'essaie de vous présenter. On a différentes lignes avec des questions, le type de questions, une sélection, documents à télécharger et quelles sont les réponses possibles aux questions posées. Et finalement, une estimation des réponses apportées à chaque question. Donc, Bloom nous permet de combiner les chiffres, la partie narrative ou descriptive avec la partie quantitative, donc qualitative et quantitative. Et Monia, si on peut poursuivre pour avancer plus vite. Diapo suivante. Excusez-moi, ça se congèle un peu. Rodrigo, on vous a perdu encore une fois. Et le canal d'anglais. Alors, là, alors tout fonctionne? Merci. Merci. Alors, quatrième point de ce processus de mise en œuvre de cet outil technologique, c'est la visualisation des données par cette plateforme qui s'appelle Tableau. Et donc, la concrétisation de l'analyse faite à travers des plateformes précédentes. Et ici, on voit un résultat consolidé de toutes les informations recueillies, comme on le voit, tout à fait aligné sur les critères Gold de Planète Gold. Et par exemple, gestion interne, chaîne interne de gestion, euh, chaîne des organisations, ce qui est lié au module 1 du code CRAFT ou code professionnel. Comme on l'a dit, tout cela est à relier aux modules 3 et 4 en lien avec les différents critères et ceux de Planet Gold en particulier. Donc, toutes ces normes, euh, code professionnel, le code CRAFT et critères Planet Gold, tout cela est combiné, ce qui nous donne un résultat assez parlant qui traduisent véritablement ce qui existe au sein des organisations qui ont mis en œuvre cet outil. Mona, avançons. Et là aussi, je voulais souligner les principales réactions que nous avons observées.
et les activités subséquentes. Dans le cadre du programme Planète Gold, on comprend le besoin de formation, de reproduction des standards, des normes. Et donc, on a progressé sur 4 aspects en particulier sur le terrain. D'abord, renforcement des capacités, amélioration de la capacité installée de ces organisations minières. Donc, il y a eu un engagement de la part de l'organisation de consulting et les organisations qui se sont engagées à utiliser ces outils. Ensuite, l'intégration des données collectées. Ensuite, la conformité avec la partie réglementaire et bien sûr la reproduction de toutes ces pratiques et apprentissages sur le terrain. Avançons pour pouvoir conclure. Les principaux résultats jusqu'à présent, je dirais, se tournent autour de 5 points. D'abord, la participation des organisations minières dans le projet pilote, très bonne disposition de leur part et de la part de leurs membres pour tirer parti de cet outil technologique et les appliquer dans leur processus. Ensuite, nous avons eu une bonne rétroaction, un bon feedback et une adaptation de leur part. Les organisations ont pu se rendre compte de l'utilité de ces apprentissages. Ce fut donc un exercice pilote, un projet pilote, je le rappelle, et les résultats, c'est que ce mécanisme puisse être amélioré au fil du temps. Autre point, le troisième point, promotion de la transparence. Les artisans mineurs nous ont dit que cet outil était très utile pour renforcer les connaissances, les mécanismes qui leur permettent au secteur, au segment EMAP, de contribuer à une production exempte de mercure, au respect des droits humains, de la santé humaine, au travers de politiques de prévention de violences de genre ou autres organisations, meilleure organisation interne de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, tout cela a été perçu positivement parce que cela a un impact à terme sur l'évolution de leur mode de production. Quatrième point, les populations minières a dit qu'il leur fallait plus de mesures incitatives parce que l'utilisation de cette plateforme, même si elle est utile ou positive, représente un travail supplémentaire et donc qui fait qu'ils n'ont pas forcément tous les atouts, toutes les connaissances d'emblée et qu'il faut que tout puisse être aligné. Par exemple, une entité gouvernementale ou une entité financière ou de commercialisation puisse les appuyer en ce sens pour obtenir un appui supplémentaire pour améliorer le fonctionnement de ces outils et le lien entre tous les acteurs de la chaîne. Et finalement, le résultat attendu, bien sûr, qui est une accessibilité plus importante et cette proximité d'utilisation des plateformes technologiques. Dans ce cas, les organisations minières qui ont fait l'utilisation de ce projet pilote ont dit lors de l'évaluation que cela leur avait servi, mais qu'ils avaient besoin d'une formation technologique plus poussée pour la mise en œuvre complète de ces outils.
Voilà, je m'arrête là dans ma présentation. Je sais que nous reste très peu de temps. Je voulais aussi vous permettre les dernières minutes pour un échange et je pense que nous pouvons approfondir quelques aspects que j'ai évoqués. Il y a différentes questions. N'hésitez pas, prenez la parole ou inscrivez vos questions ou commentaires dans la boîte de dialogue. Profitons de ces dernières minutes pour un échange. Suzanne ici, en attendant quelques réactions de la part des connards, je voulais, je voulais dire à toutes les équipes que nous poursuivrons notre travail. Nous continuerons à travailler ensemble pour développer davantage. Oui, oui, je réponds justement à votre question pour développer cette application. Et donc, il faut bien sûr que l'on sache qu'il faut affiner un petit peu cet outil. C'était un projet pilote tout à fait intéressant qui a produit des résultats. Donc, on continuera à y travailler, à l'améliorer et avec vos feedbacks, vos rétroactions. Et quand on aura la deuxième version, on continuera à vous le faire savoir et à les mettre en œuvre ou à les appliquer au fur et à mesure dans les pays Planète Gold. Merci, Suzanne, de cet éclaircissement. Je crois que parmi les questions posées dans le chat, je pourrais dire ou pourrais essayer de répondre rapidement. Et merci Elisabeth de ta question. Combien de temps le développement de l'application, combien de temps cela a pris pour développer l'application? Je dirais à peu près 4 ou 5 mois. J'espère ne pas me tromper. Donc, une évaluation préalable euh, des fonctionnalités de l'outil d'abord, de l'outil technologique. Ensuite, cela nous a pris 2, 3 mois. Ensuite, une préparation initiale des critères et intégration des critères Planet Gold avec les autres plateformes pendant un mois et la mise en œuvre sur le terrain, à peu près un mois et demi, avec l'accompagnement de Planet Gold Équateur. On a fait la sélection des organisations minières pour la mise en place sur le terrain. Donc, je dirais en tout, autour de 5 mois de travail englobant la préparation et la mise en œuvre. Je pense aussi, Christian, et Elisabeth demande si l'appli est pour au niveau opérationnel ou au niveau individuel, mais je pense qu'il s'agit d'une application au niveau opérationnel et des organisations. Oui, merci, Mona. Il faut répondre à cette question également. Et je dirais que elle peut être utilisée en principe, ou on l'espère ainsi, on l'espère, pour améliorer ce que mentionnait Susanna, améliorer l'apprentissage pour les groupements miniers et les petits artisans mineurs. Il y a un défi technologique, comme je l'ai dit. Malheureusement, pour les organisations,
petites organisations, la mise en œuvre sera un peu plus complexe et donc il faut renforcer les capacités, les formations à leur niveau nécessairement. Donc, j'espère avoir répondu à ce point. Elisabeth, combien cela a coûté aux artisans de Machala, aux opérateurs de Machala? Rien, ça ne leur a rien coûté à Machala en Équateur. Nous avons offert cet exercice, on les a associés à ce projet pilote et tous ceux qui étaient intéressés à y participer y ont pris part. Donc, cela s'est fait au travers de toutes les étapes que je vous ai décrites. Très bien. Je crois qu'on peut prendre donc une dernière question. Je ne sais pas si celle du docteur Kahn. Euh, Allez-y, docteur, si vous voulez poser votre question. Est-ce qu'on peut m'entendre? Merci de vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende. Alors, moi, dois me rendre sur le site en Érythrée et je voulais savoir comment aborder ces groupements miniers, ces artisans mineurs, comment engager la conversation avec eux et l'interaction, comment se rapprocher d'eux de manière basée sur la confiance, en, pour les persuader, pour les convaincre d'abandonner le mercure dans ce pays, en Afrique. Donc, comment démarrer le contact? Comment est la prise de contact, je dirais, avec cette communauté, ces communautés de petits artisans mineurs ou à petite échelle? Merci, Dr. Kahn, cette question. Suzanne ici. C'est une très bonne question. Rosanna nous a dit pendant sa présentation, donc comment démarrer le processus? Ça n'est pas d'abord facile de les trouver. Ensuite, il faut gagner leur confiance, il faut les écouter. Certains ont une réticence à vous parler à cause de leur situation légale ou réglementaire. Donc, moi, mon idée, ce serait d'établir un partenariat avec une organisation locale qui travaille déjà avec ces artisans mineurs et qui euh, d'autres ONG, acteurs sur le terrain qui sont là, organisations de soutien social, économique, qui ont déjà une expérience dans le cadre de cette prise de contact et qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous dire comment véritablement aborder les choses et qui peuvent vous aider, vous appuyer au travers d'un partenariat formel ou non. Parce que c'est très difficile, effectivement. Il faut agir prudemment, il faut avancer prudemment. Cet intérêt, je ne veux pas utiliser le terme de terrain miné, mais disons qu'il faut avancer prudemment et s'allier et s'attacher l'aide d'organisations locales. Vous trouverez toutes les informations, y compris l'enregistrement, sur notre site web et nous vous transmettrons la présentation à tous les participants à cette séance, à ce webinaire d'aujourd'hui. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions ni de main levée et je pense qu'on peut conclure. Je veux remercier Christian, Jara, Rosanna et les interprètes de leur collaboration aujourd'hui. Merci à tous les participants et participantes. Et bien sûr, vous communiquera la présentation, l'enregistrement de cette séance via notre site web. Merci et bonne fin de journée à tout le monde, où que vous soyez. Merci, au revoir et à la prochaine fois.